Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous êtes avec nous. Merci de nous suivre également. Je suis avec Fatia Akabela, la fille de Monsieur Claude Jean-Pierre, avec son compagnon Christophe Sinan. Comme on dit, bel bonjour, bel bonsoir. Bel bonjour. Bien, bonjour Ouais. tout. On aimerait avoir de vos nouvelles. Qui Jean Zotier, comment allez-vous? Eh ben, on fait aller, on a des forces parce qu'il faut mener le combat qu'on est en train de mener. La population nous accompagne, la famille nous accompagne, les amis, donc ça nous fait tenir. Donc aujourd'hui, on peut dire que ça va. Pouvez-vous nous faire un rappel concernant ce qui s'est passé le 21 novembre 2020 concernant votre papa? Alors, le samedi 21 novembre 2020, mon papa rentrait chez lui tranquillement de sa balade du samedi matin, jeune retraité. Il allait faire le marché, rendre visite à des amis, faire ce qu'on appelle des petits jobs là-bas. Il rentrait tranquillement et il s'est fait arrêter pour un simple contrôle routier par deux gendarmes. Donc, les deux gendarmes lui ont demandé de s'arrêter. Il s'est rangé sur le bas-côté de la route tranquillement, a obéi à toutes les sommations, à toutes les demandes de ces deux agents. Donc, le contrôle s'est très bien déroulé jusqu'à un certain moment où il y a eu, on ne sait pas pourquoi, un certain agacement, je pense, de la part de ces deux agents qui ont décidé d'extraire mon père de son véhicule. Il a été extrait très violemment, retiré de sa voiture, une petite Renault toute simple. Le choc a été tellement violent qu'on voit quand même sur la vidéo que le véhicule bouge. Parce qu'il faut savoir qu'à l'endroit où il a été arrêté, il y avait des vidéos de surveillance parce que toute la ville de Déhay donc, est équipée de vidéosurveillance. Donc, on a des caméras qui ont filmé tout ça. Et en fait, on se rend compte en visualisant ces images que ça vient corroborer toutes les choses dont nous ont fait part le service médical. C'est-à-dire que ce 21 novembre, à la suite de ce contrôle, mon papa a été pris en charge par les secours et conduit directement au CHU de Pointe-à-Pitre. Arrivé au CHU, on a été alerté. Christophe et moi, on réside en métropole. La famille qui réside en En Guadeloupe, Guadeloupe, à ADN? vue par les médecins, Hmm. en leur disant qu'il y avait quand même quelque chose d'alarmant. Mon papa est arrivé donc au CHU avec deux vertèbres cassées, il faut savoir ça déjà, et dans un état de tétraplégie. La tétraplégie, c'est le fait que aucun des membres ne répond. Donc en fait, tout de suite, on s'est dit que c'est quelque chose de grave. C'est interpellant. Voilà. Le service médical nous a tout de suite dit qu'il faut qu'on sache ce qui s'est passé sur le jour de ce contrôle, parce que ce n'est pas normal qu'à la suite d'un simple contrôle, avec deux personnes, deux agents de l'ordre censés nous mettre en sécurité, que quelqu'un arrive dans cet état-là. Donc, on a été alerté, on a su qu'il y avait, comme je vous disais, les vidéos de surveillance. Donc, ce qu'on a fait, dans un premier temps, moi, je suis partie au chevet de mon papa. Je me suis rendue tout de suite avec tout ce qu'on avait comme problème sanitaire. Je n'ai pas pu partir tout de suite. Il fallait que je fasse le test PCR, que je puisse partir par la suite. Donc, moi, je suis arrivée à son chevet aux alentours du 23-25 à peu près. Je suis restée avec lui jusqu'au 3 décembre. Donc, j'avais des médecins c'était des très bons médecins, qui s'arrangeaient pour toujours être présents à mes heures de passage pour pouvoir me faire un état des lieux, voir comment ça évoluait. Donc, durant toute la semaine où je suis restée là-bas, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. Il a été opéré. Donc, il a eu une première opération qui visait en fait à stabiliser les deux vertèbres. Et en fait, c'était dans le but de lui permettre de pouvoir peut-être récupérer plus facilement ses fonctions motrices. Et dans cette optique-là, Christophe et moi avions pris la décision de lui donner les meilleures chances possibles de récupération et de le faire venir ici en France, dans des centres spécialisés, pour pouvoir récupérer plus facilement et pouvoir être avec nous, puisque ça aurait été plus simple. Je sais qu'après, la vie n'est pas facile là-bas, tout le monde a ses occupations, ses préoccupations. Donc, on s'est tout de suite dit qu'il serait mieux avec nous, qu'on pourrait lui rendre visite plus facilement. Et on sait, Formula Cabaufos, on sait très bien que ça, c'est quelque chose qui permet des meilleures récupérations.
on s'est dit qu'avec nous, ça irait plus vite avec un bon service médical, etc. Donc, ça a été jusqu'au 3 décembre, on a gardé espoir et malheureusement, j'ai dû reprendre l'avion pour revenir ici en France le 3 novembre. Je n'avais même pas eu le temps de défaire mes valises que le médecin nous a appelés pour nous informer que l'état de mon papa se dégradait. Donc, en fait, il a perdu petit à petit de ses fonctions vitales, en fait. Et malheureusement, il nous a quittés le 3 décembre 2020 à la suite de ses blessures, des blessures infligées par 2 agents de l'ordre de la gendarmerie. Au début, ça a été très compliqué pour vous pour porter ça à la justice, dans la mesure que, on peut dire heureusement qu'il y a la vidéo. Oui, tout à fait. Donc, effectivement… Parce qu'on imagine à l'ancien temps, il n'y a pas de vidéo, pas de tout ça, il pouvait y avoir des bavures. Hein. Ah oui, 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 tout à fait. Là, c'est en fait une chance qu'on a eue dans notre malheur, si on peut dire ça, parce que la voiture s'est arrêtée à l'endroit, dans l'angle parfait qui permet de mettre en lumière tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les vidéos, nous, quand on nous a fait part de cet accident, entre guillemets, on nous a dit que le jour du contrôle, mon papa a fait un malaise et qu'il est tombé. C'est la version qu'on nous a donnée. C'est le service médical qui nous a alertés, qui nous a dit que ça ne peut pas être un simple accident, que ça ne peut pas être quelqu'un qui se fait ça tout seul. Christophe m'avait alerté également. J'ai un membre de la famille qui est infirmier, qui travaille dans le milieu médical, qui m'a dit que ce n'est pas possible qu'on se fasse de telles blessures tout seul. Donc, quand on a su qu'il y a eu ces caméras, on a demandé à la ville de Déhay de nous les transmettre directement. Ça n'a pas été possible, vu l'état de mon papa et vu qu'il y avait peut-être, effectivement, parce qu'il y avait encore un doute qui planait, il y avait peut-être des violences de la part de ces 2 agents. Donc, ce qu'il a fallu qu'on fasse pour récupérer ces vidéos, c'est porter plainte. Donc ça a été une première bataille, on va dire. Parce que j'ai tout simplement été dans la ville où réside ma mère. J'ai été dans la ville de Sainte-Rose pour pouvoir porter plainte et pouvoir demander donc, la réquisition de cette vidéo. Ma plainte a été refusée sous prétexte que je ne suis pas dans la ville où s'est passé le délit, si on peut appeler ça comme ça. Donc, on m'a demandé d'aller à Déhay. J'ai refusé tout simplement d'aller dans cette… Pourtant, on a le droit d'intervenir, d'aller dans n'importe quel commissariat. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y avait déjà une volonté de nous freiner. Donc, le jour où j'ai été donc essayé de porter plainte à Sainte-Rose, la chose qui m'a tout de suite frappée, c'est que l'agent qui m'a reçu, son premier réflexe a été de contacter donc, la brigade de gendarmerie de Déhay devant moi pour leur avertir de mon arrivée. Ils m'ont demandé d'aller là-bas et ils ont appelé la ville de Déhay, le commissariat de Déhay, la gendarmerie, excusez-moi, de Déhay, pour leur dire que je suis avec eux dans le bureau et qu'il faudrait qu'ils me reçoivent pour que, en fait, on puisse faire la lumière sur cette affaire et savoir exactement ce qui s'est passé. Je ne me suis pas rendue directement parce que je ne voulais pas faire face à ces personnes-là, ne sachant pas ce qui s'était passé. On avait déjà fait appel à un avocat, au conseil d'un avocat. Donc, c'est avec notre avocat qu'on a rédigé la plainte et qu'on l'a déposée directement au parquet de Basse-Terre. Vous en avez combien d'avocats sur cette affaire? Alors, on a un collectif de 6 avocats qui exercent tous en Guadeloupe. Voilà. Donc, la plainte a été déposée, le dossier a été ouvert et la vidéo a été saisie le lendemain de ma plainte, donc c'est-à-dire le 3 décembre, le jour du décès de mon papa. Pensez-vous que les mobilisations, parce qu'il y a eu des mobilisations à Paris, après, en Guadeloupe également, vous étiez en Guadeloupe et cette année, durant le mois de juillet, il y a eu des mobilisations. Qu'est-ce que cela vous fait? Alors, c'est important la mobilisation, c'est important, mais j'ai envie de dire ça ne guérit pas les maux. C'est important puisque ça permet de rassembler, de sensibiliser, de faire comprendre aux gens qu'il y a un réel problème. Problème qu'on a eu dès le départ. Hein. Fatia était en train d'en discuter. Elle racontait là, tous les problèmes qu'on a eu pour avoir accès à la vidéo, alors que c'est une vidéosurveillance qui est là pour protéger. Ça s'appelle vidéoprotection. Donc, en fait, j'ai envie de dire, normalement, quand il y a un problème dans une ville, dans une commune,
qui est équipé de ce genre de matériel, la moindre des choses, on n'est pas forcément obligé d'attendre qu'il y ait une plainte pour aller vérifier ce qui s'est passé. Puisque les élus, ils sont responsables de ce qui se passe dans leur commune. C'est un OPJ, le maire. Donc, là, pour le coup, sachant que nous, avant de déposer plainte, c'est des petites communes. En Guadeloupe, en Martinique, on sait comment ça se passe. Donc, quand il y a un problème quelque part, tout le monde est au courant. La moindre des choses, même avant que la famille fasse les démarches, la mairie aurait pu aussi aller visionner, regarder, et si eux ils détectent un souci, tout de suite, eux-mêmes porter plainte. J'ai envie de vous poser cette question. Oui. J'ai envie de vous poser cette question. Les gendarmes en question, ils exercent toujours? Vous n'avez aucune information sur ce qui concerne ces gendarmes? Alors, pour l'instant, pour nous, ils exercent. Même la ville de Déhé? Non, la ville de Déhé n'a pas d'information parce que nous, on a porté plainte. On a eu accès récemment, quand ils ont été placés sous le statut de témoin assisté, on a eu accès à la commission rogatoire. Dans la commission rogatoire, il y a certains éléments, dont leur audition et leur garde à vue. Donc, on a pu avoir accès à ça. Facilement, on a lu tout ce qu'ils ont dit au juge et tout ce qu'ils ont dit lors de leur garde à vue. Mais en fait, à part ça, on n'a pas d'infos sur eux. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas s'ils sont en fonction, on ne sait pas s'ils sont en Guadeloupe, on ne sait pas s'ils ont été mutés. Mais en tout cas, plus personne ne les voit en Guadeloupe déjà. Donc, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. À part les auditions, en plus des auditions, on a porté plainte au mois de décembre. On a eu la vidéo au mois de janvier. Ils ont été placés en garde à vue au mois de janvier. Ils ont été auditionnés par la juge quelques temps après. Et ces informations-là, on les a eues uniquement au mois de juin. Donc, il y a quand même près de 4 mois entre quelque chose qui s'est passé, un élément, j'ai envie de dire, phare, un élément essentiel de l'affaire. Et en fait, on se retrouve à la voir 4 mois après. Vous avez organisé des marches, je vais revenir là-dessus. Est-ce que vous ressentez cet engouement des jeunes? Il y a une prise de conscience concernant les Outre-mer par rapport à votre père? Alors, on voit en fait tout de suite, on était en Est-ce que ça vous est arrivé d'être un petit peu déçu de ne pas avoir suffisamment de monde, par exemple? Alors, en Guadeloupe, on a eu beaucoup de soutien dès le départ. Quand on était là-bas, on a eu beaucoup d'associations. Il y a eu un collectif qui s'est formé avec 17 associations culturelles, syndicales, qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés, qui le font encore justement. Et des artistes. Voilà, on les remercie. En plus, les artistes, c'est encore autre chose à côté. On a le collectif et les artistes également. Et en fait, ce qu'on déplore un peu, enfin déplorer, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, c'est qu'on n'ait pas autant d'engouement de la diaspora antillaise en fait. En Guadeloupe, tout le monde s'est levé, tout le monde nous a soutenus face à ce lourd combat. Et en fait, on a eu l'occasion de vous voir justement à la grande marche qui a eu lieu le 20 mars. On n'était pas beaucoup d'Antillais. Il n'y avait pas beaucoup de Guadeloupéens, il n'y avait pas beaucoup de Martiniquais, alors que par rapport à notre histoire, ça aurait dû toucher tout le monde, parce que tout le monde est concerné. Et en fait, ce qui nous touche aussi avec Christophe, et qui fait qu'on tient aussi, c'est qu'on a en fait ce devoir de pédagogie, de montrer en fait à nos compatriotes, à nos frères et sœurs de la Guadeloupe, de la Martinique, des Antilles, que c'est plus le moment de se laisser faire. On s'est trop laissé faire. On a certes des droits, des devoirs, pardon, mais on a aussi des droits qu'il faut qu'on revendique. On n'a pas à être traité comme on l'est. Je ne sais pas si les personnes qui nous regardent aujourd'hui ont vu les vidéos de la journée du 21 novembre. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas regardé ces images-là. Quand je sais, parce que je ne l'ai pas vu, mais je l'ai lu,
quand je sais le traitement qui a été infligé à mon père, je me demande comment l'État français fait pour encore admettre ce genre de crime, parce que c'est un crime. On en a déjà tellement pris qu'à un moment, il faut qu'on arrive à se solidariser, à former, en fait, à faire bloc et à montrer qu'on est là. Et vous pensez qu'il y a une justice à deux vitesses, voire à multiples vitesses, selon la couleur, selon notre portefeuille, on va dire ça comme ça, selon notre classe sociale? De toutes les façons, il y a un constat qui est évident. Depuis qu'on a commencé ce combat, on fait partie d'un réseau qui regroupe pas mal de familles de victimes. Il n'y a pas de mystère, parmi les familles, 90%, c'est des Noirs et des Arabes. 90% des familles de victimes, ce sont des Noirs et des Arabes, pour la plupart de quartiers populaires, de banlieues, d'origine étrangère, entre guillemets. Vous trouvez que c'est trop long? Chaque personne qui meurt, c'est une de trop. Chaque personne qui est touchée par une violence, même ceux qui sont mutilés, même ceux qui reçoivent des tirs de flashball, on n'en parle pas, ceux qui ont des grenades qui leur explosent dans les mains, etc. Ce sont des armes de guerre. À ce que je sache, on n'est pas en guerre civile en France. Et aujourd'hui, on a des citoyens français qui souffrent de blessures de guerre. Et ce n'est même pas reconnu tel quel. Et aujourd'hui, on a beaucoup de familles qui disposent d'éléments de preuves solides, comme nous. Mais malgré ça, au niveau de la justice, on a l'impression qu'il y a un ralentissement volontaire des affaires. On ne veut pas admettre que les forces de l'ordre, ils font des bêtises comme tout le monde, quoi. On a l'impression qu'ils sont surprotégés, alors que ce sont des citoyens comme tout le monde. On peut exercer un métier, on peut faire tous des erreurs, mais quand on fait des erreurs, on doit payer le prix de ces erreurs. On peut pas vous croyez encore à la justice, à cette justice? Quand on se retrouve dans une situation comme cela? Il faut y croire, parce que si on n'y croit pas, on ne commence pas ce combat. En fait, on se rend compte qu'il y a une certaine volonté de ralentir les choses, mais arrivé à un moment, la vérité est telle qu'on ne pourra pas nier les faits. En fait, au tout début de notre combat, nous, ce qu'on voulait, c'était la vérité. On ne demande plus la vérité puisqu'on la connaît, on l'a vue, les images parlent d'elles-mêmes. Nous, ce qu'on demande, c'est la justice tout simplement. L'État français a du mal à admettre ses torts. C'est uniquement la Cour européenne qui arrive à punir la France, qui arrive à dire en fait qu'il y a un réel problème. Mais la France ne l'admet pas. Je vois que vous êtes très déterminé, il le faut, hein, mais est-ce que qu'est-ce qu'il vous reste à faire encore? Est-ce que vous avez encore d'autres démarches pour aller plus en profondeur par rapport à cette histoire-là? Alors, c'est-à-dire que… vous avez parlé de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Au point de vue juridique, on a essuyé tous les recours possibles. En termes administratifs, on a fait des lettres à tous les élus. On a fait des lettres aux associations. On a fait des lettres au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur. Il y a des lettres qui ont été faites par des élus au Premier ministre. Donc, au niveau administratif, on a tout fait. On a sensibilisé également le défenseur des droits. On a sensibilisé l'IGPN. Donc, nous, à notre niveau, on a fait… Il y a eu des réponses? On a eu des réponses. On a eu des réponses pour pratiquement tous les courriers qu'on a envoyés. Toujours les mêmes discours déjà préfaits. On dira, on nous fait comprendre qu'il y a la séparation des pouvoirs, que la justice, on ne peut pas interférer dans des décisions de justice, sachant qu'en même temps, c'est quand même les mêmes qui nous parlent de séparation de pouvoirs, qui créent et qui votent les lois. Donc, on a bien vu dans certaines affaires que certains politiques n'hésitent pas à prendre position quand il y a des injustices. Pareil que quand il y a des faits de délinquance. Donc, tout le monde est unanime quand on a un fait de délinquance ou un drame terrible pour réclamer justice. Mais cependant, quand il s'agit de violences policières, là, tout d'un coup, il n'y a plus personne.
Vous pensez que les gens, ils ont peur de parler de ça? Il ne faut pas toucher à tout ce qui concerne l'ordre. Ben, c'est un ordre établi. Il ne faut pas toucher à l'ordre établi. Et en fait, nous, on se retrouve vraiment confrontés à cette réalité de plus trop croire en cet ordre établi. Surtout, nous, dans notre cas, quand on a entendu la conférence de presse du procureur de la République, qui a pris la parole 2 fois, et qui nous explique tranquillement qu'il n'y a aucune erreur des gendarmes. En fait, on a suivi cette conférence et au procès de Claude qu'à une situation précise. Or, nous, ce qu'on demande, c'est des éclaircissements sur une situation. Pourquoi ces comportements ont eu lieu alors qu'il n'y avait aucune raison qu'ils aient lieu? Pardonnez-moi cette question. Hein. Vous arrivez à bien dormir? En fait, non. On vit là-dedans 24 heures sur 24. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte. Et on nous voit en train de manifester, on nous voit en train de prendre la parole, on nous voit en train de parler dans les médias. Mais franchement, si on pouvait s'en passer, on s'en passerait volontiers. On n'est pas à la recherche de strass, de paillettes, ni de célébrités. On aimerait faire comme tout le monde parfois, rentrer chez nous, se coucher, profiter, se détendre. Mais non, depuis 1 an, ça va faire 1 an en novembre, 1 an, tous les jours, il faut qu'on fasse des courriers, il faut qu'on fasse des démarches, il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'il faut faire, il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qui pourrait nous arriver, il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on doit faire pour rendre hommage à Claude, pour que sa mémoire ne disparaisse pas. Il faut qu'on garde en fait une certaine pression, une actualité, pour garder aussi une sensibilité des gens qui nous suivent, qui nous soutiennent. Parce que si nous déjà, c'est notre combat, on baisse les bras, on ne peut pas entraîner les gens avec nous. Déjà que c'est déjà compliqué de sensibiliser et de concerner les gens parce que, en fait, compte, c'est une réalité. Hein. Ce n'est pas un reproche, c'est une réalité. En fait, on se rend compte que notre société est de plus en plus individualiste. Tant qu'on n'est pas touché personnellement, on a du mal parfois à s'investir dans des choses. Sachant que quand même, c'est des gros faits de société. L'injustice, ça peut toucher n'importe qui. Et n'importe qui doit être touché par ça et doit être capable de se soulever tout simplement face à ça. Quand on connaît des situations comme ça, on se dit, on ne peut même pas parler de deuil. On ne peut même pas faire le deuil de tout ça. Ben, Alfonso, tu parles des nuits, mais il n'y a pas que les nuits qui sont compliquées. La journée aussi, c'est compliqué. En fait, comme Christophe dit, c'est nos vies qui sont impactées par ce semblant de deuil, parce qu'on ne peut pas encore le porter, ce deuil. Ça m'arrive encore des fois de parler au présent de mon papa, parce que pour moi, il est encore là, parce que la peine est là, elle sera toujours là, puisque la perte d'un être cher, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle intervient, est dure. Mais... Je ne veux pas trop imaginer la chose. Par exemple, ces gendarmes-là, quand ils partent, par exemple, en France, voir la famille, ils aimeraient bien les embrasser, faire des accolades. Par exemple, vous trouvez dans une situation comme ça, quand vous allez en Guadeloupe, vous vous dites, j'ai plus mon papa. Il faudrait signaler ça aussi. Oui, c'est ça. C'est interpellant. Il faut que les gens comprennent ça aussi. Oui, c'est ça. C'est une image, en fait. On a tendance à voir un peu, à traiter un peu péjorativement les papas antillais, en disant que c'est souvent, on nous reproche souvent d'avoir des familles monoparentales aux Antilles où c'est la maman qui est potomitan. Mais en fait, moi, j'ai grandi avec mon papa et ma maman. Ils ont tous les deux eu un rôle primordial dans mon éducation, dans la personne que je suis devenue aujourd'hui. Et en fait, il faut qu'on comprenne que c'est des choses, en fait. J'avais lu une phrase une fois, quand on perd un père, on perd un repère. Et bien, c'est tout à fait ça. Arrivé là-bas, en fait, au mois de juillet, c'était la première fois où je partais en vacances, où je ne voyais pas mon papa. En fait, pour moi, quand je suis en Guadeloupe, c'est les retrouvailles avec la famille. Mais en fait, il faut que petit à petit, j'arrive à faire ce travail et me dire que je pars en Guadeloupe, mais que je ne verrai pas mon papa debout, je ne le prendrai pas dans mes bras, je ne rigolerai pas à ses blagues. C'est tout ça, c'est des nouvelles façons de de concevoir la vie. Et en fait, c'est triste et rageant parce que le cycle de la vie, il y a forcément la mort dedans.
Mais pour moi, mon papa n'est pas parti naturellement, c'est quelqu'un qui lui a ôté la vie. Qu'est-ce qu'on est pour ôter la vie de quelqu'un comme ça gratuitement? Tu nous demandes comment nous on dort, mais moi, tous les jours, je me demande comment ces personnes-là se regardent dans un miroir et comment elles dorment. Je ne connais pas leur vie, je ne veux pas la connaître. Mais si ces personnes-là ont des enfants, comment tu regardes tes enfants? Comment tu vois grandir tes enfants, sachant que tu as ôté la vie de quelqu'un qui, lui, avait des enfants et qui ne les verra pas grandir? Christophe et moi, on n'a pas d'enfants. Le jour où on en aura, mes enfants ne connaîtront pas leur grand-père. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a tué, puisque c'est un meurtre. Moi, j'appelle ça comme ça, c'est un meurtre, tout simplement. Et tu sais, je vais préciser aussi, c'est-à-dire que c'est ça c'est important ce que Fatih est en train de dire, puisque il faut comprendre que derrière chaque affaire de violence et de mort, il y a une famille. Il y a des enfants qui souffrent, il y a des femmes qui souffrent, il y a des mères qui souffrent. Tu vois, c'est un ensemble de personnes qui souffrent. Ça ne s'arrête pas qu'à nous. Claude, il avait des frères, il avait des sœurs, il avait des filleuls, il avait des nièces. Tu vois, et des amis. Et des amis. L'amis, ça fait partie. Donc, c'est un ensemble de personnes qui est touché par une faute de deux personnes. C'est toute une famille, c'est tout un cercle qui est touché. Et en fait, on a l'impression que l'institution nous dit, ben, c'est pas grave. Et ça, on n'arrive pas à l'entendre, en fait. On n'arrivera pas à l'entendre. C'est pour ça qu'on luttera, qu'on se battra. On a toujours dit, Fatia, moi, s'il faut qu'on aille au bout à deux, on ira au bout à deux. Et nous, notre but, c'est qu'on n'est pas égoïste, on ne pense pas individualiste. On a envie de créer vraiment cette cohésion, puisque, comme Fatia le disait tout à l'heure là, on a tellement de problèmes, surtout nous les Antillais, tellement de problèmes de société, tellement de choses qui ne vont pas bien. Donc, quand on peut se regrouper autour d'une chose et faire en sorte que ça améliore, pas que notre situation, mais la situation de tout le monde, puisque c'est un combat qui est noble, c'est un combat c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Donc, si tous ensemble, on arrive à se soulever et à se dire que non, on n'admet plus qu'on nous traite n'importe comment et qu'on se fait un peu respecter, oui. On peut changer des choses, il ne faut pas être fataliste. On fait partie de la France, on est les Outre-mer. J'aimerais vous poser cette question. Vous pensez qu'on est les oubliés de la République quand ça nous arrive? Et bien d'autres choses? On n'est pas les seuls oubliés de la République. Bon, c'est surtout cette impression que c'est toujours les mêmes qui sont les oubliés de la République. Les Antillais, les Africains, les Arabes, les gens des quartiers populaires, les gens des banlieues, les gens des ghettos. Faut que ça change à un moment donné. Il n'y a pas de sous-citoyenneté. Tout le monde peut faire des erreurs, mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un doit avoir le droit de vie ou de mort sur une autre personne. Il y a des règles à respecter. On est dans une société, c'est le principe de la cité. Il y a des lois, il y a des droits, il y a des devoirs. Donc, tout le monde a disposé des mêmes droits, des mêmes devoirs. Tout le monde doit payer de la même manière ses fautes. C'est tout. Qu'est-ce que vous avez à dire au futur président de la République pour 2022? Il y aura tellement de choses à lui dire. Il y aurait tellement de choses à dire. Quand on voit il faut changer le prénom, on entend des discours plus ou moins des extrémistes. Là encore, est-ce que ça fait peur? Tu sais, j'ai envie de te dire, à ce moment-là, il ne faut même pas s'adresser au président. Il faut s'adresser à la population. À un moment donné, quand on voit certaines personnes qui représentent des extrêmes de droite, il faut se renseigner sur ce qu'est l'extrême droite. Il faut se renseigner sur le passé de ces partis politiques qui, soi-disant, se dédiabolisent, sur ces gens qui se font historiens, sur ces gens qui interprètent l'histoire à leur manière. Ces gens qui, aujourd'hui, quand même, il faut le souligner, représentent 20 à 30% d'intention de vote. C'est-à-dire qu'en France, on a 20 à 30% d'intention de voix d'extrême droite. Donc, si on reste sectaire, on reste l'esprit fermé, on se dit l'extrême droite, c'est le racisme, c'est le fascisme. Donc, ça veut dire qu'il y a 30 à 40% de racistes en France. Et nous, en plus, ce qui est encore plus grave, c'est qu'on a des représentants de ces gens-là
dans nos pays, en Guadeloupe et en Martinique, et ça paraît normal. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, il y a quand même des gens qui ont lutté pour, quand une certaine personne était venue en Guadeloupe, ils l'ont empêché de descendre de son avion, il est reparti, il a fait demi-tour. À la Martinique aussi. Voilà. Je vois de quoi tu parles. Tu vois? Enfin. Donc, maintenant, à un moment donné, il faut qu'on se prenne en main aussi. Il faut qu'on arrête de demander à chaque fois. Est-ce que c'est pas ça Il n'y a rien qui se fait sans lutte. le problème, c'est qu'en préambule, on parlait de ça tout à l'heure là, on disait que la population ne participe pas assez, ne se mobilise pas assez. Est-ce que c'est vrai tout ça? Parce qu'on a envie que ça bouge. C'est ce qu'on te disait tout à l'heure là. On a Justement. Tant qu'on n'est pas touché personnellement, on a du mal à se sentir concerné. Et pourtant, ça nous concerne. Hein. Oui, pardon. L'histoire, je regarde George Floyd. Faisons un petit parallèle, allons aux États-Unis 2 minutes, même si les sociétés ne sont pas forcément comparables, etc. George Floyd est un homme noir de certain âge qui meurt dans des conditions effroyables que tout le monde a vu filmer en direct. Tout de suite, hein, les Américains se sont soulevés. La communauté afro-américaine s'est soulevée. Ils ont été faire des manifestations sans que personne ne leur demande quoi que ce soit. Moi, je n'ai jamais vu la famille de George Floyd aller demander à venir manifester. Par exemple, tu vois, les gens se soulèvent face à l'injustice. Pourquoi? Parce qu'ils ont la ségrégation qui est beaucoup plus récente là-bas. Ils ont connu Malcolm X, Martin Luther King. On en parle comme des légendes, effectivement, mais ce n'est pas si vieux que ça. Ça fait quelques décennies. C'est de l'histoire assez récente. Tu vois, donc c'est beaucoup plus frais dans l'histoire, alors que nous, peut-être la colonisation, l'esclavage, on a tendance à oublier un peu ce qui s'est passé. On a tendance à croire que la colonisation est terminée, qu'on n'est plus des colonies, etc. Or, on regarde que souvent, on a l'impression qu'on a un système politique qui est toujours basé sur un système colonial. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se renseigne sur notre histoire aussi. On doit comprendre. Vous pensez qu'on ne suit pas assez, qu'on ne s'intéresse pas assez à notre histoire, notre propre histoire? Clairement. Les Outre-mer? Clairement, je veux te dire, par exemple, les originaires d'Outre-mer qui soutiennent des mouvements d'extrême droite, c'est qu'ils n'y connaissent rien à leur histoire. C'est qu'ils n'y connaissent rien à leur histoire. Et qu'ils ne respectent même pas les gens qui sont morts pour leur liberté, pour leur confort, le confort qu'ils ont aujourd'hui. Parce que si on a un certain désavantage aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens avant nous qui ont lutté. Hein. Il y a des syndicalistes qui ont lutté et qui continuent encore à le faire. Et c'est toujours les mêmes personnes que tu retrouves à tes côtés quand il y a des difficultés, des problématiques. Et c'est toujours les mêmes qu'on critique. Tu vois? Donc, à un moment donné, il faut se... Et en fait, c'est quand on en a besoin qu'on se rend compte qu'on veut leur donner de la valeur. Non. Non, il faut donner aux gens la valeur de leur lutte au quotidien. Et ça leur permet aussi, eux, d'aller encore plus loin dans les intentions qu'ils ont, puisque il est où le mal à vouloir améliorer les conditions d'autrui? Les marches concernant Sarcelles. À Sarcelles, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots concernant Sarcelles et concernant dernièrement Argenteuil? Alors, à Sarcelles, c'était... Parce que vous vous êtes mobilisé avec d'autres associations, d'autres affaires. Comment ça s'est passé, votre ressenti? Alors, en fait, ça fait, pour expliquer un peu, pour que les gens peut-être qui ne sont pas au courant puissent comprendre. Parce qu'il y a eu d'autres affaires encore qui ressemblent à des bavures policières et des gendarmes. On fait partie d'un réseau qui regroupe plusieurs familles de victimes de violences policières. Donc, parmi ces familles, donc, il y a la famille d'Ibrahim Abba, dit Ibo, qui est originaire de Sarcelles. Donc, ça faisait également 2 ans qu'il était décédé suite à une intervention policière. Et donc, à chaque année, ils organisent une marche en hommage à Ibo. Donc, par solidarité, tout simplement, on a été conviés, on a répondu présent et on leur a apporté notre soutien. On leur a apporté notre soutien, ce qui pour nous est naturel, puisque eux, ils nous apportent le leur. Et c'est pour ça aussi qu'on aurait aimé aussi qu'il y ait d'autres personnes qui nous soutiennent, qui viennent aussi accompagner ces familles, puisque ces gens-là, ils sont dans le même combat que nous. On se soutient mutuellement. Donc, pareil que ce week-end où on est parti à Argenteuil,
c'est la famille d'Olivier Gomez qui est mort suite à des tirs. On lui a tiré dessus. Il est mort et c'est une des seules affaires où il y a quand même où le policier qui a tiré a été mis en examen. Donc c'est l'une des seules affaires où il y a vraiment une mise en examen et puis la famille en attente du procès. OK. Vous comptez faire d'autres marches, par exemple le 21 novembre, par exemple, prochain? Ça va faire un an? Ben, on verra. Pour l'instant, on est en train de parler avec le collectif. Le collectif prévoit certaines choses. Nous, au niveau de la famille, c'est compliqué. En plus, Fatia et moi, on est en France. On a des éléments qui doivent rentrer également au niveau De l'enquête? dossier, au niveau de l'enquête, qui sont censés arriver au mois de novembre. Donc, franchement, à l'heure où on se parle, forcément, on fera des choses. Hein. Forcément, on fera des choses. On peut pas, on espère qu'on aura des nouvelles qui vont dans notre sens avant le 21 novembre. Entre-temps, ben, on va continuer à se manifester. On va continuer à être à côté des gens qui nous soutiennent, puisqu'on a pas mal d'invitations. On a pas mal de personnes quand même qui reconnaissent le travail qu'on fait et qui nous le rendent vraiment bien, qui sont vraiment dans un partage de lutte avec nous. Et c'est important. Donc, on accompagne les gens qui nous accompagnent également, puisque, comme nous l'a dit, c'est y'en a l'autre. Et puis, ben, on verra à partir du mois de novembre comment ça évolue en fonction des arrivées ou non des éléments dans le dossier. D'accord. Donc, qui ça d'autre qu'envie ajouter? Nous répétons un peu aussi. Qui ça d'autre qu'envie ajouter par rapport à tout ça, les autres films déjà? Qui ça m'a oublié des autres et puis qui ça catch les autres? À quel pour les autres dibassements là, c'est mon là qui a suivi nous. Qu'on nous a dit et qu'on nous a répété toutes les, c'est important de remercier moun. Ni on le monde qui a vinn soutien nous, qui a soutien nous, les nous a dit yo merci, yo a dit nous comme ça que nous pas ni à remercier yo, ça naturel. Et en termes c'est spontané. Voilà, ni plus moun qui prend conscience de ça. Peut-être qu'il y a plus moun avec nous, peut-être qu'il y a plus moun qui soutiennent nous, même si nous qu'on a dit remercier tous ces gens là. Nous lançons une pétition à site internet. Nous récoltons en très peu de temps en lot signature. Pétition que vous pouvez trouver à site change.org. Nous rendons compte que nous avons 22 000 signatures. Nous voyons avec Christophe que dans ces signatures-là, pas ni en lot signature des Outre-mer. Est-ce que vous rendez-vous compte de ça? Pays-là, nous vînes de la Guadeloupe, nous vînes des Outre-mer, nous n'y soutient, mais la majorité de ces soutiens-là n'a pas mon pays en nous. Alors, heureusement que nous n'y des gens qui sont conscients, qui rendent compte que le combat là, c'est noble. Mais, en interview, ou dis-moi, quand vous pensez de ça, ou quand mener un combat aussi lourd et propre pays, pas qu'à lever, pas qu'à soutien vous, qu'on nous a estimé qu'il a été fait. Après, c'est peut-être que nous qui a trompé nous. Mais moi, Christophe, qui a trouvé ça quand même fort, que nous pas ni plus soutien des en bas là. C'est-à-dire que ça aussi, Fatia, c'est-à-dire que nous sommes très reconnaissants à tout ça qui est sur nous de près, de loin, sur les médias, sur les réseaux sociaux. Ça, chaque acte à chaque monde super important. Tu vois? Nous ne pouvons pas dire le contraire. Dire le contraire, ça a été vraiment malhonnête de part en nous. Ouais, tout ça, tous ces mondes-là qui ont semblé bon nous là, qui ont joint nous, qui ont bon nous l'amour, parce que moi c'est l'amour qui a créé ça. C'est eux qui ont bon nous force pour nous qu'il y ait besoin de là. Tu vois? Mais ça, fait ça expliquer là, et quand les tiers, on peut pas voter ça là, tu vois? C'est-à-dire que nous quand représenter les Antilles, à Guadeloupe, 350 000 personnes. 350 000 personnes. En Martinique, à peu près la même chose. Il y a qui dans les îles? Dans les îles, 600 000 personnes. Vous comprenez? Lorsqu'on est pour nous, moi, dans des conditions comme ça, vous comprenez? Nous pouvons quand même ni l'espoir de penser qu'il y a au moins 15 000
à dans nous qui soutiennent nous directement. Tu vois? C'est-à-dire que, après, c'est des chiffres, hein, tu vois? Peut-être qu'il y a des gens qui. Après, ni un problème aussi qui a soulevé dans ça, et qui est important de soulever, c'est-à-dire que nous avons une espèce de peur. Est-ce que, parce que souvent on entend cela, hein, on a dit, on vit dans le déni aux Antilles. Est-ce vrai? Est-ce que vous partagez ça? Nous avons minimiser les choses, nous avons dit, bon, mais non, voilà, quittez rouler, laissez ça rouler, on nous veut monter, quoi. Oui, mais à chaque fois, si nous disons ça pour tout bétain, nous avons dit ça pour Claude École, nous avons dit ça pour problème à l'eau, nous avons dit ça pour problème La à vie chère aussi, et nous d'autres. avons dit ça pour la vie chère. Quel hôpital là qui a coûté nous aujourd'hui là? Les infrastructures manquantes aux Antilles. Quelle quantité de familles nous perdent aujourd'hui là? Malgré ça, nous pas de bout, tous ensemble, pour nous dire nous que, voilà, ça pas normal. Vous comprenez? Faut nous unir nous. Plus. Faut nous unir nous plus. Nous ni la capacité. Aujourd'hui là, pour nous ne peut pas dire qu'il n'y a pas au courant ça qui a fait dans notre pays là, ni réseaux sociaux, ni internet. Vous comprenez? Nous ne pouvons renseigner yo. Ou nous, tout le monde qui utilise Google là. Vous comprenez? Là, à pas parce qu'on tombe à la télé, pour dire c'est vrai. Il faut prendre surtout ça avec du recul et puis revoir voilà, les choses. Il faut prendre du recul, il faut aller vérifier les sources, il faut vérifier les informations. C'est mon qui a fait information, c'est vous pour vous et moi. Hein. Il peut tromper, hein. Ou bien il peut être orienté, et puis une orientation, vision des choses, et qu'est-ce que c'est une vision des choses. Tout ça qui a dit, pas forcément vrai, c'est même nous. Nous, quand je même invité monde à vérifier tout ça, nous, nous ne pouvons pas rien cacher, de toutes les façons. Tout ça, nous peut dire vérifier, vérifiable. Tout ça nous dit dès le début à faire là, c'est ça qui a fait et qui a continué à faire jour aujourd'hui là. Tout ça nous dit que nous te voit ces vidéos là, les gens peuvent vérifier, c'est exactement ça qui ces vidéos là, nous pas changer rien, nous pas mentir et nous ne pouvons jamais mentir pour nous. Quand vous continuez le combat, hein? Quand vous êtes pas ladjé, pas molli, vous êtes des combattants, hein? Quand vous êtes pas ladjé, il faut continuer. Et ce travail là, quand vous voulez continuer, mais ça t'est dans la lenteur. C'est ça qui a interpellé les autres le plus, quand je t'ai dit. Oui, et puis nous envie de faire bouger, tu vois, mais ça ne va pas dépendre qui de nous. Ça va nous pas pour pouvoir décisionnaire, facteur ni moins, et encore moins la famille. Donc, nous c'est lutter avec nous, avec les gens qui soutiennent nous, les gens qui accompagnent nous, qui donnent nos conseils et qui donnent nous l'amour. Donc, nous remercions encore tous ces gens-là, ça, et nous avons vraiment invité d'autres gens à venir joindre au combat là. Vous savez, je vais raconter une petite anecdote pour finir. Faut comprendre certaines. L'on pas vivre certaines vidéos, on ne peut pas comprendre non plus. Vous savez, ni des gens qui parlent avec eux qui ne pas l'habitude de faire marche du tout. Ils sont capables parce qu'ils voient les images qu'ils voient à la télé. Et puis, ils marchent, ça a fini avec lacrymogène, ça a fini avec le combat avec la police et tout. Alors, à François, à radio, tous les gens qui viennent marcher avec nous aujourd'hui là, car remercier nous, car dit nous, franchement, on n'imaginait pas que c'était aussi convivial et que c'était un esprit d'unité et d'amour, ces marches-là, ça, tu vois. Parce que dans tous ces familles-là qui soutiennent nous et qui marchent avec nous, pas ni pour les gens qui haineux. Ça, c'est mon avis, c'est la justice et la vérité et rétablir honneur à des défunts à eux. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il y a dans ces marches-là? Et quand on compte vraiment qu'il n'y a pas de haine, tu vois? Il n'y a pas de... Ce qu'on vous demandez, c'est la justice et réparation. Voilà. C'est ça. C'est ça. Exactement. C'est ça. C'est le mot d'ordre, hein? Justice et réparation. Voilà. Que nous vas-y en nous et que nous semblons-nous tibouins. Nous semblons-nous et que nous fait peuple. Nous fait peuple pour nous faire avancer. OK. Je pense qu'on a fait le tour. Hein? Oui. Alors, Fatia, si vous avez quelque chose à ajouter, le mot de la fin également, Christophe, on vous écoute. Honneur à Fatia. Afonso, merci beaucoup. On est là, on continue le combat. On n'a pas commencé avec autant de difficultés pour s'arrêter en si bon chemin. Malheureusement, on sait qu'on a encore du chemin à parcourir, mais on tient bon et on compte sur tout le monde pour toujours nous accompagner dans ce combat.
Je vous dis merci et je vous dis une bonne continuation, que continuez à les marches, le travail a commencé, il faut continuer jusqu'au bout. Je ne peux que vous souhaiter. Je profite, si vous le permettez, de dédier cette émission à votre papa. Oui. Et puis, nous autres, force, courage et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À très Merci bientôt. de nous suivre.